Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. J'espère que vous avez passé un bel été. Nous nous retrouvons avec une toute nouvelle saison de Mix Up sur Vox Africa. Aujourd'hui, nous recevons un humoriste et comédien d'origine camerounaise. Il débute sa carrière à l'âge de 22 ans en se lançant dans l'humour. Il s'inspire de faits d'actualité et traite de sujets pouvant emmener à la controverse avec beaucoup d'humour. Du Montre Comedy Contest en 2014, il participe à la saison 6 du Jamel Comedy Club sur Canal+. Notre invité de la semaine est Charlie Niobé. Alors bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Je t'en prie. Alors pour te présenter brièvement, tu es humoriste et comédien. Donc tu es d'origine camerounaise, tu es arrivé en France à l'âge de 12 ans. C'est ça. Alors tu chantes un petit peu, tu joues également du piano, mais tu t'es intéressé au départ par la guitare. Sauf que tu avais du mal à mémoriser les accords. Ah, mais tu connais tout. Raison pour laquelle tu t'es tourné vers le piano. Justement pour en revenir à tes débuts, donc depuis jeune tu aimais faire rire. Donc les gens, c'était à l'école, en cours, tu ne parlais pas d'ailleurs, tu aimais beaucoup faire de mimiques. Et puis lorsque tu arrives au lycée, là tu as commencé à faire des sketchs et tes profs ont commencé, se sont rendus compte que vraiment tu n'étais pas fait pour l'école mais plutôt pour l'humour. Ils t'ont d'ailleurs même poussé dans ce sens-là. Alors est-ce que ce n'est pas déconcertant d'ailleurs pour un élève, finalement, de se dire on pousse dans l'humour, mais est-ce que c'est pas une manière de me dire que je suis un mauvais élève Je pense que j'étais plus un touriste qu'autre chose. Moi, carrément, voilà. Tu t'es catalogué de touriste. Non, mais je pense que moi, dès le départ, tout le monde m'appelait touriste en fait à l'école. Donc c'est vrai que même mes camarades. On connaît ce type d'élève. Je pense qu'on connaît. Tu vois, j'arrivais en cours d'espagnol, ils me disaient les touristos. Je disais les gars, calmez-vous. Tu vois, c'était vraiment, c'était lui mon blast. Que moi, j'y allais juste pour les photos de classe, par exemple. Pour te dire, et la cantine, c'était vraiment des moments phares. Donc c'était manger. C'était manger et aller vanner des mecs. J'aimais beaucoup ça en fait. Tout commence avec les Vines et tu as fait des vidéos sur internet. Tu te lances dans les scènes ouvertes d'ailleurs au restaurant Moussa l'Africain. Effectivement, Moussa l'Africain. D'ailleurs, moi à la base j'étais là-bas pour faire un spectacle. Oui. Et je me retrouve en train de faire des blagues et le public me dit excuse-moi s'il vous plaît. Je veux du poulet. Du poulet pour la table 7 s'il vous plaît monsieur. Là-bas j'étais pour faire des blagues. Ouais, bah oui, j'étais des fois je réparais des scooters à la sortie, tu vois, vraiment c'est l'ambiance Moussa l'Africain quoi. Oui, tu vois. Voilà. Et je connaissais pas ce concept et c'était tout frais et tout nouveau pour moi de me lancer dans mon one man, puisque au travail je faisais que ça, mes vannes je les testais sur mes clients. Oui. Et même des fois quelques collègues autour, mais voilà, et la première fois de jouer mon spectacle, j'ai joué pendant je pense que 1h30, il y a beaucoup d'improvisation. Il y a à un moment donné un vendeur de roses qui est rentré dans la salle, pareil, je l'ai fait monter sur scène, j'ai improvisé, j'ai joué avec, c'était très cool. Mais après, voilà, comme le nom le dit, Moussa l'Africain, on ne peut pas aller loin avec ça. Par la suite, tu rencontres Karim Kachour, donc du Paname. Exactement. Et donc, il te donne la chance de faire des scènes ouvertes aussi au Paname. Voilà, d'ailleurs, le Paname, c'est un espèce de laboratoire pour les jeunes humoristes. C'est quelque chose. Le Paname, en fait, c'est un laboratoire pour tous les humoristes, tous les meilleurs sont passés là-bas en fait. Même les futurs, ils y sont. Donc, c'est vraiment le lieu en fait du moment en France, on va dire, en référence du stand-up en France. Le Paname, c'est le lieu, c'est vraiment une référence. J'ai commencé là-bas et déjà quand j'ai mis les pieds au Paname en avril 2012, quand j'ai vraiment commencé là-bas, vraiment quand je commençais à fond le stand-up, et là j'ai vu vraiment qu'il y avait une belle équipe en face, quoi. Il y avait et tu as Farid, fait de belles rencontres d'ailleurs. des belles rencontres. Tu as d'ailleurs rencontré Norman sur la scène du Paname, Norman avec lequel aussi, tu as fait des vidéos par la suite. Exactement, je l'ai connu au Paname et derrière j'ai fait des vidéos, il m'a proposé de jouer avec lui dans des vidéos, j'ai fait 3 vidéos avec lui. Oui. Et c'est de là en fait j'ai eu cette envie de faire des vidéos en fait.
Alors, ta première scène, Ah oui. un bide? Ah bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un bide, j'explique un petit peu. Un bide, c'est quand tu fais une vanne, personne ne rigole, d'accord? Et oui, effectivement, ça m'était arrivé, ouais. J'étais très très mal. C'était un moment de solitude. Tu sais, j'avais ramené, ce jour-là, il y avait des potes. Il y avait des potes qui étaient venus me voir. Pour me donner de la force. Les real, les bros. Et il y avait ma mère aussi. Je jouais. Personne n'a ri. Personne, quand je dis personne, tiens, ils ont coupé la clim, les mecs. Tellement il y avait un silence, on dirait couper la clim. On le laisse bien dans son ambiance. Voilà, pas de bruit, ok? Même les mouches se sont arrêtées. Vraiment, c'était dur. C'est dur. Et même de voir juste ma mère qui est en train d'applaudir. Il est marin, hein? Non, il est marin, c'est mon fils, non? Il est sorti de là. Et là, t'as un monsieur qui lui a dit, j'entends dans la salle, le monsieur qui lui fait, mais c'est pas marrant là. Et je vois ce qui se passe dans la salle. Je vois le monsieur qui parle à ma mère, il dit, mais c'est pas drôle là, madame, faut arrêter quand même. Elle fait, non, mais je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas. Même ma mère m'a lâché, tu vois ce que je veux dire? Tellement c'était dur. Ça, c'est dur. Par la suite, donc, tu participes à la saison 6 du Jamel Comedy Club qui est diffusée sur Canal+. Ah, j'étais très donc, content. c'était un rêve d'enfant pour toi de rencontrer Jamel Debbouze? Ah ouais, j'étais comme un enfant. Au début, tu vois, il est arrivé. Tu as eu vraiment l'impression d'avoir concrétisé un rêve? Ouais, franchement, c'était. Tu sais, il est arrivé, il m'a. Ouais, merci. C'est après. Et quand il est parti, je suis sorti, je criais dans la rue. Il m'a dit qu'il aimait ce que je faisais. La dame m'a dit, mais je vous connais pas, monsieur. Ok, c'est vrai. Je suis dans le métro et tout, j'étais heureux. J'étais comme groupie à l'intérieur, mais devant lui, j'ai fait le mec. Ouais, t'inquiète, je connais. Au calme. Alors, tu joues également dans la web-série Secpa qui est diffusée sur OKLM TV. Donc, tu as également signé avec la boîte de prod Plazer et Well. Alors, qu'avez-vous prévu par la suite? Alors, les Secpa, on prépare un film. Oui. Un long métrage? Un long métrage, oui. Oui. Il y a une grosse boîte de prod qui a repris le concept. Donc là, qui vont vraiment bien structurer cette... Avec les mêmes comédiens? Avec les mêmes comédiens, et il y aura pas mal de guests qui y seront, donc ça va bien le faire. Là, on prépare une saison 3 qui va aussi être produite par cette boîte de prod. Oui. Parce que l'impact est énorme quand même de voir des mecs, des jeunes comme ça qui débarquent avec un concept et tout, et qui font des millions de vues. On a cumulé plus de 60 millions de vues sur YouTube. Et c'est juste top, c'est le kiff, quoi. C'est le kiff total. On ne s'y attendait pas. À la base, on pensait faire 100 000 vues. Oui. On est arrivé à faire 2,5 millions de vues, voire 3 millions par vidéo sur YouTube. Énorme. Et c'est énorme. Oui. YouTube, c'est pas Facebook. Exactement. C'est très dur. C'est très dur d'avoir des abonnés, d'avoir des gens qui... Et oui, ça marchait. Du coup, là, on prépare un film. Sinon, avec Ewell et Plazer, c'est ma boîte de prod qui va produire mon spectacle, mon one-man show. Qui vont produire mes vidéos Facebook parce que je vais reprendre des vines sur Internet et tout parce que les gens me réclament. Ouais. Donc ils vont gérer toute ta chaîne YouTube. Ils vont gérer tout ce qui est web, tout ce qui est média me concernant. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu vis vraiment de ton métier? Oui, vraiment. Ouais. Oui. Vraiment, tu sais, quand tu fais la télé, les gens pensent qu'immédiatement quand tu fais la télé, ça a été riche. Oui, non, pas du tout. Bon, je m'adresse beaucoup à mes cousins au Cameroun. Arrêtez de croire que quand vous me voyez, vous m'avez vu en 2013 là, sur Canal+, les messages, les menaces que j'ai reçues du pays là, non, toi tu passes à la télé, tu m'envoies pas l'argent, c'est comment non? Dépêche-toi dans les menaces comme ça, donc arrêtez de faire ça, d'accord? Je vais vous envoyer à Western Union quand même, mais arrêtez de faire ça, parce que j'ai peur quand même, tu vois, ça reste la famille, tu vois. C'est clair. Mais c'est vrai qu'après, quand mon premier passage, les gens pensaient, j'entendais même des fois, Charlie a acheté 2 maisons, je dis, mais où? J'étais là avec mon sac dehors, mais elle où est cette maison? Il a acheté quelle maison, Charlie? J'étais même pas au courant, j'avais même pas les clés de ma... Je dormais chez ma mère. Pas évident, pas évident. Ah oui, c'est pas évident, c'est pas évident. Et comme quoi, c'est un métier, il faut vraiment persévérer. Oui. Et j'ai pas lâché jusqu'au moment où... Pendant plusieurs années. Vraiment, voilà. Et de là, je commence à vivre de ça et je bouge pas mal et je suis très très content. Alors, il y a pas mal de choses qui t'énervent.
Donc, tu as choisi de choquer le public pour éveiller les consciences. Ah, Donc, là, on est dans le sérieux. Donc, toi, tu es touché par les faits d'actualité et tu en parles d'ailleurs beaucoup dans ton spectacle La bêtise humaine. Prenons l'exemple, par exemple, de l'attentat de Charlie Hebdo qui avait fait une dizaine de victimes. Donc, voilà. Au même moment, il y avait des faits tout aussi atroces qui se passaient, donc, qui avaient lieu donc, au Cameroun avec le groupe terroriste de Boko Haram, donc avec 16 morts. Donc toi, tu estimes qu'on ne parle pas assez de l'Afrique. C'est vrai. Et que les choses sont vraiment banalisées dès qu'il s'agit de l'Afrique. C'est quelque chose qui te déplaît, qui t'énerve, bah, en fait, que tu aimes dénoncer. En fait, mon premier passage au Comedy Club, je voulais vraiment faire un sketch vraiment engagé de base. J'ai rencontré le directeur, il m'a dit ouais Charlie, tu sais, t'es pas là non plus pour dénoncer, vas-y fais ton truc, fais ton kiff, les gens ne te connaissent pas encore. Fais ton kiff au calme et tout. Voilà, d'où je me suis dit, bon vas-y, on va faire un petit peu un medley. Voilà, à la fin, au début, je parle un petit peu des manifestants au Cameroun, c'est une histoire vraie, parce qu'il y a quelques manifestants au Cameroun qui ont été tués. Oui. Voilà, parce qu'ils ne voulaient pas que le président renouvelle son mandat. Et ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, après mon passage, déjà après Charlie Hebdo, et oui, moi c'est clair que je me suis dit, mais ok, à Charlie Hebdo, le monde entier qui était indigné. Et d'ailleurs, j'ai fait le sketch dessus en disant, quand je monte sur scène, j'ai dit, bah, je suis Charlie. La salle est gênée. D'une part, il y en a qui applaudissent, d'autres non, parce qu'il y a des pro-Charlie, mais pas Charlie. Il ne faut pas l'oublier, ça. Oui. Et du coup, je divisais un peu la salle en deux. Et là, j'explique, non, attention, pas le journal, le vrai. Je pense que tout le monde a suivi l'événement Charlie Hebdo. Ma mère n'était pas au courant. Elle allumait la télé. Elle a vu tout le monde scander Charlie, Charlie, Charlie. Elle pensait qu'on parlait de son fils. Elle a fait non, mais mon fils a réussi, quoi. C'est bon, ça. Il va enfin quitter le domicile. Alors, tu as d'ailleurs joué au Festival international du rire d'Abidjan. Oui. Ce qui est assez drôle, c'est que tu te retrouves dans une salle où il n'y avait que des blancs. Donc, il y avait 7 ça m'a choqué, par noirs. Ouais. Et c'était les personnes. Et dans les 7 noirs, il y a quelques vigiles dedans. Il y avait des nounous aussi. Il y avait peut-être 2 femmes qui travaillaient pour ces boîtes en fait. En fait, c'était des grosses boîtes en fait qui... Les billets étaient très chers. Les billets étaient très très chers. C'est limite un salaire. Les personnes là-bas ne pouvaient pas se permettre de payer un billet d'entrée. Et du coup, moi j'étais vachement gêné et mal à l'aise en me disant putain, je vais pour faire un spectacle à Abidjan. Pendant 5 jours, je jouais tous les jours. Et dans la salle, je ne vois pas les Ivoiriens. Ça m'a vraiment... Il y avait des Ivoiriens, mais c'était pas... les Ivoiriens que je voulais. Je ne suis pas fermé. Je demande à ce qu'il y ait, moi, je demande à ce qu'il y ait une sorte de menti-pot. Oui. Voilà, même ici en France, quand je vais faire un spectacle, je veux bien qu'il y ait dans la salle qui puisse avoir des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Chinois. Voilà, la France d'aujourd'hui en fait. Ou bref, le monde entier. Voilà, le monde là est plus ouvert. Et arriver en Côte d'Ivoire et y voir que des Blancs, alors que même moi en France, je ne vois même pas que ça. Oui. J'étais très très gêné et très très mal à l'aise, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai dit cela au public. Hein. Ils ont ri parce qu'ils ont compris que c'était une triste réalité. Oui, exactement. Et d'ailleurs, tu as gagné en 2015 le prix du meilleur comédien espoir de la diaspora camerounaise. Non, c'est vrai. Toi, tu as un projet. Le Cameroun m'a remercié pour le prix. Non, c'est bon. Et justement, tu as un projet pour changer les choses en Afrique. Tu veux faire évoluer les choses, tu veux monter l'association Le Monde du Rire, donc donner des cours de stand-up, de faire des écoles voilà, en rapport avec l'humour, etc. Mais également, tu veux monter une association caritative, donc Ndokoti. C'est ça. Pour aider les enfants au Cameroun. Je te souhaite de pouvoir aboutir à tous ces projets. Ah, c'est mon but, c'est mon objectif, vraiment. Ah, merci Charlie. Merci beaucoup à toi. Alors Charlie Niobé. Oui. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Ok. Tu as face à toi Marie-Noëlle Niobé, ta cousine. Oui. Elle a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Vous êtes trop fort. Alors pourquoi avoir quitté le Cameroun pour la France? Pourquoi? Parce que je pense que j'avais ma mère qui vivait ici, qui vivait en France. Elle est arrivée en France, j'avais 2 ans. Et je voulais absolument retrouver ma mère déjà. Elle venait souvent au Cameroun de temps en temps.
mais j'étais petit, quoi. Donc, à 12 ans, je pense qu'à partir de 10 ans, en Afrique, tu es déjà un adulte, on va dire. Parce que tu vis des choses qu'un jeune de 10 ans aussi ne connaît pas, tu vois. Donc, j'ai dû 2 fois travailler à mon jeune âge. Et voilà, pour m'en sortir, pour manger. Chose que normalement, j'étais vraiment à fond dans les études. Et on se dit, un jeune de mon âge, à cette heure-là, il est à la maison, il fait ses devoirs, il est avec ses potes, il joue. Il n'est pas censé aller en cours et aller travailler pour pouvoir manger. Et moi, je l'ai fait. Et je ne me plains pas puisque ça m'a appris à être un homme très tôt, en fait. C'est pourquoi, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, je vais voir ma mère et je vais continuer mes études à fond, en fait. Alors, Charlie Niobé, donc tu as vécu sans ta maman, de l'âge de 2 ans environ jusqu'à l'âge de 12 ans. Où étais-tu? Avec qui étais-tu? Et comment as-tu vécu? Et qu'as-tu ressenti en tant qu'enfant à cette période-là? Ouais, d'accord. Donc là, on est là pour chialer, quoi. C'est ça le projet. En fait, déjà vivre sans sa mère, c'est très dur. Parce que déjà vivre sans sa mère, c'est dur. Et ne pas avoir le père à côté, c'est limite l'enfer. Au début, j'avais ma grand-mère qui s'occupait beaucoup de moi. À certains moments, ma grand-mère ne peut pas tout gérer puisqu'il y a aussi mes oncles aussi à gérer. Et il y a aussi d'autres cousins, des cousines à gérer. Donc elle ne peut pas tout faire toute seule puisque le grand-père n'était plus là. Donc c'était elle vraiment, on l'appelait Dame de Fer. J'ai dû en fait m'en sortir tout seul. C'était très dur parce que vraiment, tu sais, tu vis loin de ta mère et tu penses à elle, tu penses à elle, tu penses à elle. Un jour, je me disais peut-être que je ne la verrai plus, ma mère. Et aujourd'hui, je lui dis tous les jours, je t'aime, quoi. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir sa mère à ses côtés. Alors Charlie, tu étais un enfant bègue, un enfant très timide d'ailleurs. Le chant t'a sauvé du bégaiement et t'a permis justement de pouvoir t'en sortir. Le bégaiement, est-ce que c'est, comme d'ailleurs beaucoup d'autres artistes, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dû à un choc que tu avais en tant qu'enfant finalement, éloigné de sa maman, éloigné de son papa? Ah ouais, là c'est... D'accord. Oui, effectivement, le bégaiement n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. J'étais déjà très jeune, j'aimais beaucoup jouer avec mes amis, jouer avec mes potes. En fait, j'ai perdu mon frère. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon grand-père aussi, ils sont morts quasiment à la même semaine. C'est une séparation un peu particulière quand même, de se dire que t'as pas ton repère. J'avais un grand frère, mais c'était mon frère. On s'entendait très bien, mais le fait de dire que voilà, tu perds un petit peu le premier, parce que c'est censé être un petit peu celui qui va t'aider un petit peu à t'orienter au niveau scolaire et niveau éducation, parce qu'il est là bien avant toi. Et c'est mon modèle en fait. Vu que le père n'est pas là, donc c'est lui qui est censé être le modèle. La mère n'est pas là, lui aussi il est censé être le modèle. Donc quand ce modèle-là il part, automatiquement tu te renfermes. Et moi ça m'a beaucoup touché. Je me renfermais au fur et à mesure. Je ne parlais plus avec les gens. J'allais à l'école, je rentrais à la maison. J'étais vraiment très calme et très touché par rapport à ça. Je ne m'exprimais plus. D'où le bégaiement, parce que quand j'ai commencé à vouloir un petit peu m'exprimer, j'avais du mal, j'avais des difficultés à m'exprimer. L'humour pour moi fut une thérapie en fait. Parce que je viens de très loin et je ne pensais pas du tout en faire de mon métier.
je ne pensais pas du tout faire rire les gens aujourd'hui et j'ai réussi à le faire et par la grâce de Dieu, comme quoi tout est possible en fait. Alors Charlie, choisir de pratiquer un art martial est rarement dû au hasard. Souvent c'est une manière d'extérioriser certaines choses et surtout de reprendre confiance en soi. Était-ce ton cas? Alors, ma mère était ceinture noire d'aïkido. Déjà tout part de là. J'ai vu qu'elle s'initiait un petit peu, elle était à fond un petit peu dans les sports de combat quand j'étais très jeune. Je suis un tonton, en fait j'étais une famille passionnée de sports de combat. J'ai aussi un tonton qui a aussi pratiqué les sports de combat. Lui il a fait 3 jours de judo. Par contre lui c'était l'arnaque de la famille. Et un jour il marchait dans la rue et il s'est pris la tête avec un mec. Il s'est embrouillé avec le mec, il a dit au mec, tu sais quoi, tu fais le malin, bouge pas, je vais chercher mon kimono, je reviens. Je suis un bonhomme, tu vas voir. Il a ramené son kimono, il s'est fait défoncer. Je me suis dit, c'est pas cet exemple-là que je veux prendre, d'un tonton qui fait croire qu'il est sportif, et alors que c'est juste un guignol en fait, tout court. Moi, les sports de combat, c'est venu comme ça, au fur et à mesure. Voilà, je voulais m'exprimer, vu que j'étais timide, et sans doute quand tu es un bègue, tu as besoin de ce moment-là. Quand tu es bègue, il faut absolument que tu puisses faire un sport à côté. Parce que le bègue, d'habitude, il a tendance à être impulsif en fait. Et puisque, voilà, surtout quand tu as des embrouilles, c'est toujours le seul qui est dans la pièce pendant que tout le monde est en train de gueuler. Lui, il est encore sur le... Bah, le temps qu'il termine sa phrase, tu vois, enculé, il n'y a plus personne, il pleut sur lui, voilà, mec tout seul. Et ça, c'est toujours un bègue. Le bègue, soit il termine sa phrase, soit c'est un coup de poing qui part, malheureusement. Donc du coup, j'ai eu besoin de faire les combats, pendant les sports de combat. J'ai eu besoin de faire les sports de combat pour vraiment m'exprimer autrement et pouvoir gérer un petit peu mes émotions, puisque je sais que c'est pas facile, même des fois face à quelques connards qui se foutaient de ma gueule quand je bégayais. J'étais obligé de prendre sur moi et me dire c'est pas grave, je vais pas le frapper pour ça. C'est la vie, c'est tout. Alors Charlie, oui. L'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question ou alors de t'imposer un gage. Oh. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité, je te donne le défi de manger des chenilles grillées. J'ai pas envie d'aller dans cru, dans grillé. Alors j'attends ta vidéo. Bon courage. Voilà. Bon appétit. Voilà. Non mais attends, non mais... Des chenilles grillées. Coco, j'aime beaucoup ce que tu fais. Coco, mais là tu déconnes là. Ah non, elle déconne pas. Non mais, non, dis-moi, prochain invité, je te mets un défi de manger du ndolé avec du bâton de manioc. Ah, tu rêves en fait. Là, trop beau pour être vrai. C'est un gage. Bon, c'est à toi. Coco. Ah, vous réglerez vos comptes, hein. On va se voir. Ouais, les gars m'ont pris. C'est les Chinois, ils mangent ça. Ça, c'est le déjeuner chez eux. Ça, regarde comme elles sont belles. Attends, tu sais que c'est gris, ça bouge, hein? Non, c'est pas vivant. Quoi? Mais il y en a qui bougent. Non. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça, c'est copain, ça. Tu volis, hein? C'est l'évolution de la femme. L'indépendance totale. Toi, copain, tu vas le manger. Tu es ventriloque, tu vas les ventriloques. Il mange les gens. Ne rigole pas. Jaja. Oui. Ah, il est mignon. Non, mais non. Il est pas mignon? Comment il s'appelle? Il s'appelle Bonzo Macaque. Regarde sa tête. Il ressemble à Clochard. Ça, c'est quoi encore ça? Il cherche la papier. Jalousie, hein? Il cherche papier. Lui, il cherche papier. Oui. Après, quand vous allez vous défoncer. Et toi, est-ce que tu as réussi à trouver? Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook, Charlie Niobe. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous